Vous nous avez accordé. C'est moi qui vous remercie de me donner cette occasion de parler de ce que le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de réaliser à la tête de notre pays. D'entrée du jeu, pouvons-nous avoir votre lecture par rapport à l'alternance qui a eu lieu en RDC 7 mois déjà après aujourd'hui? Quelle est votre lecture par rapport à cette passation pacifique du pouvoir? D'abord, s'il ne m'appartient pas à moi de donner mon point de vue, je suis le porte-parole du président de la République. Je donne donc ce que lui a réalisé, comment il en est arrivé à cette alternance pacifique à la tête du pays. Je pense que si nous regardons très correctement ce qui se produit depuis quelques 7 mois, nous nous rendons compte que les défis sont innombrables. Les défis sont très nombreux. Le président de la République lui-même l'avait rappelé dans son discours le 30 juin à Lubumbashi. Il a dit qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais nous allons prendre notre courage, nous allons faire face à toutes les difficultés que le pays rencontre, à tous les obstacles qui se dressent sur la marche de notre pays. Il faut savoir aussi que le président de la République tout seul ne peut pas faire grand-chose. Il compte naturellement sur l'engagement de chaque Congolaise et de chaque Congolais dans les programmes qu'il a mis en place pour les 5 ans à venir, même s'il se matérialise déjà par le programme dit d'urgence des 100 premiers jours qu'il a mis en place et qui a déjà commencé à produire des effets. Je pense que nous y reviendrons. Les défis sont nombreux, mais il faudrait également que les Congolais se disent qu'ils doivent s'engager derrière le président de la République. Parce que nous avons hérité d'un certain nombre d'attitudes qui montrent qu'on a besoin peut-être que le président fasse les choses à gauche, à droite. Si vous remarquez, dans la ville de Kinshasa par exemple, nous prenons le programme que le nouveau gouverneur vient de mettre en place pour donner un peu de salubrité à la ville. On comprend donc que là il y a quelqu'un qui a compris le message du chef de l'État pour se dire, à mon niveau, qu'est-ce que je dois faire pour accompagner le chef de l'État, pour accompagner les efforts qui vont être produits dans le cadre de ce quinquennat. Alternance, oui, mais les changements tardent à venir et le peuple accuse le FCC de bloquer le président Fachi. Est-ce vrai? Bon, les changements tardent à venir. Vous savez, les changements, on peut les situer à plusieurs niveaux. Vous avez les changements sur le plan politique. Je crois que c'est en cours. Les institutions fonctionnent. Il y a la dernière institution, c'est le gouvernement de la République qui, je pense, dans quelques jours, pourra être mis en place. En tout cas, le Premier ministre, lui, est déjà en place. Il est d'ailleurs moi-même en train de faire ses consultations pour la constitution du gouvernement. Les changements, on les attend aussi sur le plan de la vie du Congolais, sur le plan de son économie, sur le plan de son social. Et je pense que nous en viendrons aux priorités de ces 100 premiers jours. Et nous retiendrons d'abord que pour le chef de l'État, il y a 4 priorités économiques. C'est d'abord l'énergie, c'est ensuite l'eau, ce sont les infrastructures durables, il n'y en a peut-être pas beaucoup dans notre pays, enfin ce sont les transformations structurelles du pays. Il y a également 3 priorités sociales, c'est l'électricité, c'est l'éducation, pardon, c'est la santé et c'est le logement. Je pense que dans tous ces secteurs que je viens d'énumérer, nous avons vu que dans le programme d'urgence que le chef de l'État a mis en place, ces différents secteurs sont touchés. Bon, nous aurons l'occasion très bientôt de faire un point de presse avec une équipe spécialisée qui a travaillé particulièrement sur ce programme et les journalistes qui seront invités à ce point de presse pourront voir de visu les transformations qui ont pu être réalisées dans ces quelques 3 mois et demi, parce qu'en réalité, même si on a compté 100 jours, mais il faut compter à partir du moment où le premier coup de pioche a été donné,
Et vous allez voir... C'était le 2 mars, si je me trompe. Exactement. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu être faites en peu de temps, mais ça signifie également qu'il y a une grande volonté derrière ce programme d'urgence des 100 jours et que les résultats vont commencer à tomber s'ils ne tombent pas déjà. Quand vous prenez par exemple le pont qui a été jeté sur la Lubunga Kisangani, aujourd'hui nous apprenons que par exemple les denrées alimentaires, le coût a baissé de près de 33%. Ce sont des choses concrètes que le Congolais va pouvoir effectivement toucher du doigt. Parlons infrastructure maintenant. Que pouvez-vous dire à ceux qui pensent que le 100 jours c'est juste ici à Kinshasa? Bon, déjà je peux leur dire que ce n'est pas vrai. Les infrastructures, je viens de vous parler du pont de Lubunga. Et je peux citer d'autres ponts. Nous avons d'ailleurs hier reçu le premier rapport de la commission des experts de la présidence de la République qui ont travaillé à la mise en route de ce plan d'urgence des 100 premiers jours. Eh bien, c'est un rapport qui nous a particulièrement séduit parce que nous avons vu ce qui se fait en province. Bon, c'est un rapport qui concerne quand même pratiquement toutes les zones du pays parce que les entreprises qui ont travaillé notamment sur les infrastructures routières ont subdivisé le pays en plusieurs zones. Chaque zone est concernée. Par exemple, si je prends, permettez bien que je consulte mon Vademecum, si je prends ces différentes zones, vous avez par exemple des régions où la route pratiquement n'existait plus. Je prends ici par exemple la route entre Ouatsa, Isiro, Bouta. Il n'y avait pratiquement pas de route depuis 25 ans. On a pu en tracer une. Ça, vous me direz que c'est dans un coin. Nous pouvons prendre la zone Est. Vous avez la route Kindu-Kasongo qui est en train pratiquement d'être terminée. Et les ingénieurs qui font partie de cette commission nous ont dit par exemple que l'impact qui est tout de suite visible, c'est qu'au lieu, par exemple, de 24 heures pour passer d'un coin à l'autre, maintenant on met 5 heures. Donc ce sont des choses concrètes qui ne se passent pas seulement à Kinshasa. Vous prenez la route au Grand Katanga, la route Kasomeno-Kasenga, avec le pont sur le pont Mitwaba-Poeto, qui est déjà terminé. On l'a vu hier dans les images. Donc ce n'est pas uniquement à Kinshasa, c'est pratiquement dans chacune des zones arrêtées par les entreprises, entre autres, donc l'Office des routes et l'OVD pour les voiries urbaines et l'Office des routes pour les grandes routes de desserte nationale qui desservent le pays. Ce n'est pas seulement à Kinshasa que l'on fait ces travaux de 100 jours. Ces travaux de 100 jours se font à travers l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, je vous convie d'ores et déjà au point de presse que nous allons certainement animer d'ici quelques jours. Professeur, pouvez-vous nous présenter un tableau de bord sur le nombre de kilométrages de routes asphaltées dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours à travers toute la République? Bon, à l'étape actuelle, oui, il y a des routes qui sont terminées. Il y a des routes sur lesquelles on travaille encore. Il y a des routes qui sont bitumées. Il y a d'autres qui sont en train d'être bitumées. C'est pour cela que la Commission a demandé que, d'ici quelques jours, nous puissions présenter un tableau d'ensemble qui viendra maintenant montrer aux Congolais que réellement les choses se font. Vous avez par exemple les routes que je viens de vous citer. Une route peut faire 350 km, une autre 162. Donc la Commission va nous présenter un rapport complet, et c'est ce rapport-là que nous allons proposer aux journalistes dans le point de presse qui va être convoqué bientôt. Professeur, ça murmure un peu de partout dans certaines presses où on parle du dossier de construction de maisons préfabriquées. Les maisons qui étaient destinées, je voulais dire, aux policiers. On n'a pas les informations exactes sur ça. En ce qui concerne les maisons préfabriquées, pourquoi avoir recouru à une expertise internationale? La réponse du chef de l'État est très simple. S'il y a une expertise locale, on l'aurait su. Dès lors qu'il n'y a pas d'expertise locale, on est obligé de passer par une expertise internationale. Donc, les maisons préfabriquées, elles commencent déjà à arriver. Je crois qu'il y a 4 centres qui ont été sélectionnés. Les 300 premières maisons
tout au moins les éléments qui vont servir à moi. Nous avons vu les containers, il y a 18 containers, si ma mémoire est bonne, qui sont arrivés au port des Matadi, et en ce moment c'est chez Bolloré. Et il y en a d'autres qui sont acheminés, notamment vers le Kasaï, vers les sites qui ont été sélectionnés. Donc, ces maisons préfabriquées vont naturellement, elles entrent dans ce que j'ai dit tout à l'heure, la priorité sociale, l'une des priorités sociales du programme du président de la République, qui est le logement. Mais il n'y a pas que ça. Si vous allez sur la route d'Ensele, vous verrez bien que là, il y a également des programmes de construction. Donc, l'objectif de ce plan d'urgence, c'est de montrer que l'on peut faire quelque chose en peu de jours avec les moyens dont on dispose. Pour montrer la volonté qu'il y a de transformer le quotidien du Congolais, de transformer le social du Congolais, de transformer ce pays. Donc c'est une sorte de, comment dirais-je, de vitrine pour montrer la volonté qu'il y a d'aller de l'avant. Et cette volonté, vous pouvez me croire, le président de la République l'a véritablement. 49,7% de l'enveloppe allouée au programme d'urgence de 100 jours a été affectée aux infrastructures. C'est par rapport à la priorité des manques d'infrastructures de base et de qualité que la population congolaise a besoin. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le bilan de 100 jours est positif ou négatif? Bon, moi, ce que je vous dis, oui, c'est ce qui ressort du rapport des experts qui ont travaillé pour aller évaluer les différents travaux qui ont été réalisés. Je dis en passant que ces travaux qui ont été réalisés ont été évalués à plusieurs niveaux. Il n'y avait pas simplement la commission des experts de la présidence de la République a fait son travail, mais elle a également tenu compte du travail qui a été effectué, notamment, si on prend les routes, par l'OVD, par l'Office des routes. Mais il y a des parties du pays où une structure comme l'Office des routes a dû sous-traiter le travail. Et déjà, au niveau de la sous-traitance, il y a un premier contrôle. Ensuite, au niveau de l'Office des routes, il y a un contrôle. Et au niveau de la commission des experts, il y a un autre contrôle. Bien entendu, on a travaillé également avec toutes les structures qui sont chargées de la construction des routes, de la construction des infrastructures qui existent dans le pays. Cela a été fait. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que le bilan est positif? Je peux vous dire oui, sans aucune hésitation. Puisque déjà, pour la plupart, si nous prenons la ville de Kinshasa, la plupart des avenues qui ont été mises en chantier, vous circulez dans Kinshasa, vous le voyez, ce sont des avenues qui sont livrées déjà pour certaines à la circulation. Et c'est un travail qui a été fait en profondeur. Quand vous prenez l'avenue de l'université par exemple, vous avez des points où on a travaillé et retravaillé, il y a eu des plans pendant je ne sais pas combien d'années. Cet endroit-là était toujours en difficulté. Ce sont des zones marécageuses. Oui, ce sont des zones marécageuses. Alors, pour pouvoir faire un travail consistant et fournir aux Kinois une route solide, on a dû bétonner certaines parties. Et quand je dis bétonner, c'est véritablement avec de gros moellons, on l'a vu sur les images, et on a véritablement bétonné ces parties pour être sûr que ça pourrait tenir, et là je le tiens d'un expert, ça pourrait tenir au moins une 50aine d'années. Si pas plus. Merci beaucoup, prof. Nous allons prendre une petite pause pour avoir les avis des riverains bénéficiaires de ces ouvrages. Et puis, on va se retrouver juste après. Misala et Zamalam, ça permet au pays d'avancer, mais seulement c'est mal planifié, mal programmé. Ça crée un désordre. Normalement, tout travail commence au niveau le plus bas pour les plus élevés et à partir d'un point. Quand vous prenez tout un ensemble, vous commencez le travail. Ça signifie que c'est comme si vous ne savez pas ce que vous faites, mais ce qui serait mieux au départ, c'est de voir, nous voulons faire ça, Kinshasa, par où faut-il commencer? Tchangou, Lukumba, Moamba, Koso. Au lieu de prendre toutes les communes ou bien tous les points essentiels, c'est pas comme ça. On a pour la sur des moutons dans les appels dans l'échec. D'ailleurs, moi, embouteillage et bandit des coups nati PCTA, tout souffrir fort. Banzela, monsieur, tout le monde a bâti, goudron, bétonné, voilà tout c'est pelé. Mais à part, on a dans mon boulot, à part, on a dans mon boulot.
notre président a pris 100 jours, les 100 jours est bon, mais quand même l'OVD n'a pas pu comprendre quand même l'intérêt du président. Parce que on commence d'abord avec le boulot parce que du côté président, l'idée a changé, tout a changé, même nous, son peuple, nous avons quand même changé notre idée, notre mode de vie, de raisonnement, réflexion, on a tout changé. Maintenant, et Sengeli Batunio va travailler dans mon côté. Ils doivent aussi changer leur mentalité. Et là, déjà, ils ont bien plus que la construction. La construction, nous peut contribuer pour la mission. Mais ma façon de c'est comme si ils ont bien été. Ils prennent les histoires élastiques et où mais là, entre-temps, lieu c'est un élément focal. Il y a un lieu de concentration. Le roi point fort dans Carrefour, voilà le mot qui convient. Carrefour. Ce qu'il fallait pas la plus rapide puisque ça choque aussi nous. Mais qui tu kuna côté à Nino, il y a un commandement. La bête m'a colopona dans la ngambo, dans la taxi dans la ngambo. Vous avez vu? Mais il n'y a pas si. Il y a dérangé Bissot. Mais il y a un souka, tout ce là. Il connaissait bien. Mais est-ce que ceux de mouton est aussi sans moutage? Pour que l'on a des 24 pour qui t'attire, les gosses au coup t'en as pour n'avoir pas mis tout les roses. Est-ce que ceux de mouton est aussi sans moutage, tout est pour que ce soit moutage? Il faut autant la nous faut bouler bien. Est-ce qu'il peut vider moutage, tout est ça va moutage? Donc selon eux, les candidats bien dit. Ceux qui ont la décoration ville, ils ont problème. Mais pour nous aussi sans moutage, ils vont rester. Professeur, vous venez de suivre vous-même comment est-ce que les gens sont en train de souffrir. C'est vrai, il y a certains qui parlent du douleur d'enfantement, mais quand même, pourquoi organiser au même moment, lancer ces travaux de saut de mouton? Il y a des gens qui souffrent d'embouteillage. Dans quelques jours, ça sera la rentrée scolaire, mais ça sera comment? Bon, déjà, je crois que le président de la République a déjà répondu à cette question, notamment après la tournée qu'il avait effectuée sur les différents chantiers. Les ingénieurs ont expliqué qu'il y avait certaines difficultés liées à la constitution du sol, parce que ces ouvrages qu'on va faire passer là, les sauts de mouton, c'est des ouvrages qui vont supporter des tonnes et des tonnes. Donc il ne faudrait pas, par besoin de précipitation ou d'empressement, qu'on construise des ouvrages qui vont mettre la vie des Congolais en danger. C'est vrai, le président a dit qu'il faudrait que nos amis de la police de circulation routière essayent de voir comment faire coulisser les flux de circulation pour faire moins souffrir les automobilistes. Mais on est conscient naturellement que c'est difficile à supporter pour les gens qui vont passer plusieurs heures à attendre. Mais vous savez, le jour où les sauts de mouton vont véritablement être opérationnels, je crois qu'on va oublier vite. C'est ce qu'on appelle généralement les douleurs de l'enfantement, pour utiliser un terme que vous avez vous-même utilisé. Pour l'instant, je voudrais simplement rappeler ce que le président a dit, qu'on prenne notre mal en patience. Ce sont des travaux qui sont nécessaires pour véritablement inhiber les encombrements nombreux que l'on vit à Kinshasa. Si vous avez bien suivi, la dernière personne a dit les sauts de mouton ne vont pas résoudre les problèmes d'embouteillage. C'est juste sa conviction. Oui, c'est sa conviction. Et je semble aussi partager un peu sa conviction pour dire que si c'est pour le décor, oui, mais si c'est pour les embouteillages, non. Parce qu'au niveau des 24, par exemple, s'il remonte, il redescend, au niveau de la Sonas, il sera bloqué. Plus loin là-bas, vers Vodacom, il sera bloqué. Bah, écoutez, de toute façon, ceux qui ont conçu ces travaux, ceux qui ont conçu ces sauts de mouton, savent pourquoi ils l'ont fait. Et moi, je peux leur faire confiance, parce que ça existe ailleurs. Ça existe ailleurs, et effectivement, ça permet un meilleur croisement. Il n'y a pas d'embouteillage au niveau où les deux routes se croisent. Bon, moi j'y crois. Si vous ne le croyez pas comme le conducteur qui vient de parler. Non, je ne le crois pas totalement. Ben, en tout cas, moi j'y crois. Donc je dis ceci. Je fais confiance à ceux qui ont proposé la construction de ces sauts de mouton. Attendons, le premier sera livré en septembre. C'est lui de Kinsuka Pompage. Celui de Kinsuka Pompage. Nous allons voir qu'est-ce qu'il va apporter comme fluidification de la circulation à ce niveau-là. Mais écoutez,
Gouverner, ça a aussi ce côté où on se dit, écoutez, on prend le risque. Bon, c'est vrai, on a pris le risque aujourd'hui de peut-être subir la colère des automobilistes, mais dans quelques mois, septembre, c'est pas loin, ils vont commencer à voir le fruit de cet investissement qui a été consenti. Il y a aussi un problème du budget alloué par rapport à la construction de chaque ouvrage qui coûte 7 millions de dollars selon les informations que nous avons eues. Pourquoi pas affecter cet argent par exemple à créer toutes les routes secondaires pour faciliter au lieu de se concentrer uniquement sur ce seul mouton. Écoutez, là vous engagez un débat d'option. C'est une option qui est arrêtée. Bon, on peut toujours dire, on aurait pu, au lieu d'aménager un nouvel hôpital au camp Tchatchi, on aurait pu prendre cet argent-là et aller construire un nouveau marché à Kingasani, par exemple. Mais c'est une question de choix politique, c'est une question d'option. Et cette option a été arrêtée pour, par exemple, remettre de l'eau dans tel coin où il n'y avait pas d'eau. On aurait pu le faire dans un autre coin. Mais on ne va pas terminer toutes les difficultés, tous les problèmes de la République démocratique du Congo en 100 jours. C'est impossible. C'est vrai, pendant ce programme de 100 jours, on avait mentionné également la reconstruction de certaines écoles à travers la République. Est-ce qu'on peut savoir le nombre d'écoles qui ont été choisies pour réhabiliter et reconstruire? Ben, il y a beaucoup d'écoles qui ont été effectivement construites et pour certaines autres réhabilitées. Il ne faut pas que je vous donne un chiffre approximatif puisque le chiffre nous a été donné hier. Je crois que c'est 182 écoles. 182 écoles. Non, 138 écoles ont été... les travaux ont commencé. Sont déjà en voie d'achèvement, pardon. 89 sont terminés et le reste le sera avant le mois de septembre. À travers le pays. À travers le pays. 138 écoles. À travers le pays. Je sais que même au niveau de Mokengeli, les travaux sont presque à 92-94% parce que c'est le seul chantier d'école où je suis à la lettre. Ouais, j'ai accès, je suis à la lettre par rapport à ça. Mais j'aimerais savoir, est-ce que sur les 132 écoles, ces écoles seront disponibles déjà dès la rentrée scolaire en septembre. Disponibles en septembre. Comment le calcul a été fait pour arriver à ce chiffre de 132 écoles à travers... Est-ce que c'est équilibré ou un peu déséquilibré par rapport à d'autres Qu'est-ce que vous entendez par équilibré? Quand je parle de l'équilibre, c'est-à-dire on prend les 132, on divise par le nombre de provinces. Oui, ça dit le nombre, ça va nous donner ainsi de suite. Mais peut-être il peut y avoir où il y a beaucoup, où il y a moins, peut-être il y a de quoi où il n'y en a pas. Je vous convie au point de presse où vous aurez les experts qui ont travaillé sur ce programme et ils vous expliqueront quel est le mécanisme qu'ils ont mis en place pour pouvoir sélectionner autant d'écoles dans telle province, autant d'écoles dans telle ville, autant d'écoles dans telle autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est un programme qui couvre l'ensemble du territoire national. Il n'y a aucune province qui a été oubliée. Et par rapport à ça, parce qu'on parle d'école, pouvez-vous nous rassurer que la rentrée, l'année scolaire prochaine sera gratuite, parce que le président en a fait allusion lors de sa campagne électorale. C'est vrai que c'est constitutionnel, mais il avait vraiment martelé par rapport à ça. Oui, c'est constitutionnel, donc il faut le mettre en musique. Il y a déjà une loi qui a été votée, ça fait même plusieurs années, et le président de la République tient effectivement à ce que cela commence à produire ses effets. Cette rentrée scolaire, elle va être gratuite pour le secteur primaire. Seulement. Le secteur primaire dans les institutions d'enseignement public. Quand on allège la charge des parents à ce premier niveau, ça va être graduel. Mais déjà à ce premier niveau, on constate que l'État doit prendre en charge autour de 28 millions de dollars par mois pour effectivement alléger les parents dans cette partie du secteur de l'enseignement, donc l'enseignement primaire au niveau des établissements publics. Bon, c'est 28 millions, je pense que l'État ne s'en trouvera pas, comment dirais-je, dépaysé, ne s'en trouvera pas démuni. 28 millions, je pense que on est en mesure de les
prendre en charge. Déjà. Donc ça sera parmi les priorités du gouvernement. Mais c'est parmi les priorités déjà du programme du président de la République. Je vous ai dit, il y a des priorités économiques et parmi les priorités sociales, il y a la santé et l'éducation. Donc ce sont des choses qui sont déjà dans le programme du chef de l'État et que le Premier ministre va mettre en musique concrètement. Mais par rapport au secteur de la santé, les infrastructures, il y avait quelques-unes qui ont été citées. Qu'est-ce qui est fait concrètement dans le secteur de la santé? Vous circulez à Kinshasa. Vous circulez à Kinshasa. Non, c'est pas moi je le dis. Non. C'est parole du président. Oui. Vous êtes mieux placé pour faire un peu le point à l'opinion qui nous suit. Mais vous avez déjà l'hôpital qui est au camp Tchatchi. Vous me direz que c'est chez les militaires. Bon, peu importe. Oui. Il y a un pavillon à la clinique Ngaliema. Oui, ce pavillon-là, il avait pris feu. Bon, donc, s'il n'y avait pas eu incendie à la clinique Ngaliema, on n'aurait pas eu ça. Mais attendez, puisqu'on vous dit que c'est juste une précision. On vous dit que ce programme, il a un certain nombre de secteurs qui ont été visés. La santé fait partie de ces secteurs. Au moment où nous parlons, je vous signale que les travaux pour la réhabilitation de l'hôpital Sendoué de Lubumbashi sont pratiquement achevés. Je peux vous citer plusieurs autres hôpitaux. C'est un programme qui est très vaste. Je vous ai dit encore une fois que dans quelques jours, il y aura un point de presse. Venez avec toutes ces questions-là. Vous verrez, c'est un document qui est gros comme ça. Il reprend tout ce qui a été fait, tous les travaux qui ont été effectués, le coût de chacun de ces travaux, le niveau d'achèvement, le niveau d'avancement ou d'achèvement. Et tout cela est vraiment bien détaillé. Le point de presse va revenir en détail sur ces différentes questions qui intéressent, je l'avoue, l'opinion nationale. Il y a un souci ici en RDC. Construire, c'est bien, mais il faudrait aussi que le président mette en place une politique de bien conserver les choses. J'ai fait personnellement le tour de l'avenue Université en entrant par Cohydro, Sendoué, sur ce coin-là, jusqu'à la colline Inspirée. Grande était ma tristesse de constater que les caniveaux qui sont à peine construits, mais c'est déjà plein. Nous sommes en saison sèche. Bientôt, il y aura la saison de pluie. Quelle est la politique que la présidence va mettre en place pour essayer de pérenniser ces ouvrages qui coûtent chèrement au trésor public? Il y a un gouvernement qui sortira bientôt. Oui. C'est le rôle du gouvernement. Mais tout s'est fait sous le pouvoir du président. Un gouvernement qui va sortir bientôt. C'est au gouvernement d'appliquer la vision du chef de l'État. Ce n'est pas au chef de l'État d'aller curer les caniveaux. Non. S'il vous plaît, si vous me posez une question, je vous réponds. Oui, allez-y. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Ok. Vous avez été touché de voir que les caniveaux sont déjà pleins. Il y a des bourgmestres dans ces communes-là. Bien sûr. Et ils font quoi? Ça, je ne sais pas. Ah, mais il faut leur poser la question. Il faut poser la question au chef de l'État que je représente en tant que porte-parole sur ce plateau. Le président de la République, il donne l'impulsion, il donne la vision. C'est au gouvernement, c'est à ceux qui administrent la cité de veiller à ce que les caniveaux soient curés. Il faut que le président de la République mette en place une politique spéciale pour curer les caniveaux à Kinshasa. Il y a quand même un gouvernement dans la ville. Je pense, professeur, parce que vous savez, le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir dans un pays où tout est à refaire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire même au niveau de la mentalité. Il y a quelqu'un qui vous dit, quand vous donnez des conseils comme ça, alors il faudrait mettre en place une politique de punition, par exemple, faire payer aux gens les amendes, ça pourra aussi... C'est le gouvernement qui doit mettre ça en pratique. Ce sont les maires, ce sont les gouverneurs. Mais c'est ça, chacun joue son rôle. Je vous l'ai dit en commençant l'émission, il faut que chacun joue sa partition. On ne va pas demander au président de la République de servir de policier, de servir de médecin, de servir de gendarme. Il ne peut pas le faire, même s'il a une très très grande et très bonne volonté. Non, le président de la République veut que véritablement chacun fasse son travail à la place où il a été mis. Nous avons voulu faire parler les gens et puis vous allez ramener au niveau du président de la République.
tolingi to remercier mokonzi ya mboka parce que place oyo ekendaka sango ke bakokobongisa yango te misala esalema esalema solution ezwamaki te mais na effort ya mokonzi ya mboka papa Félix Tshisekedi tomoni ke nzela ebongi alors yango tozo remercier ye mais en tant que population tozolinga mpe tosala effort tobenda na matoi parce que il faut toyeba protéger nzela oyo parce que eloko ezoboma nzela eza basalite oyo tozobwaka na bakaniveau c'est ainsi que tozobetaka sete kobenda bandeko matoi ke kobongisa nzela eza bien mais koentretenir nzela eza su mokonzi kaka problème ya mokonzi ya mboka te ekomi mpe likambo na biso il faut oyo esalemaki ezala protégé mpe bato baprotege yango eza biso population bao bazondima te ata jésus kutu bandimaka ye te asala babikamwa bato bandima yeka te bao bazoboya ye batika bao bazondimela ye biso tozala tozokendeka liboso. Professeur, vous venez de suivre les déclarations, les réactions de toutes ces personnes. Un commentaire? Aucun commentaire. Je crois que ces personnes sont réalistes. Ils connaissent la situation de certaines routes dont ils viennent de parler. Aujourd'hui, c'est normal qu'elles se réjouissent de ce qu'il y ait une amélioration. J'ai lu d'ailleurs sur des tweets, puisque je suis en train, avec Tina Salama, mon adjointe, nous sommes en train de discuter régulièrement avec les internautes à travers des tweets. Alors il y en a un qui a tweeté en disant merci, mais je n'ai plus de panne mécanique à répétition depuis que Banzela est Bongi. Bon, mais c'est cela, améliorer le quotidien du Congolais. Et je ne peux que me réjouir de leur satisfaction. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas se montrer satisfait quand vous avez une route, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on travaille dessus et ça ne s'arrange jamais. Et tout d'un coup, on vous dit en quelques semaines, la route est complètement réhabilitée. Il y a les étudiants de l'UNIKIM qui saluent cette initiative parce que la route université, ils mettaient 2 heures, 3 heures du temps pour arriver au niveau de la colline inspirée et puis ils dépensaient plus, mais maintenant ils dépensent moins et puis ils gagnent en temps. Et en plus de ça, ils ont de l'eau maintenant sur le campus. Oui. Que demander de plus? Donc ça n'existait pas là-bas. Mais écoutez, aujourd'hui, comment dirais-je, le souci du chef de l'État, c'est que le social profite à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent. C'est vrai, c'est une grande ambition. C'est une très très grande ambition. Bon, il faudra s'en donner les moyens. Le Congo peut s'en donner les moyens. Le professeur Luzolo Bambi avait chiffré le nombre, enfin les milliards de dollars qui s'est volatilisé dans les poches. Se volatilisent chaque année. Je crois que c'était plus de 15 milliards, mais ce sont des milliards qu'on peut mettre dans le social des individus, dans le social de la population, dans le social des différentes familles. Des 15 milliards chaque année, c'est énorme. C'est vrai que la tâche est immense. Et le président en est conscient, je vous l'ai dit, il l'a rappelé dans son discours du 30 juin. Il en est conscient. Mais il dit, allez, retroussons-nous les manches et allons-y. La décrispation politique, c'est aussi dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours. Nous avons vu les prisonniers politiques et nous avons vu les exilés politiques qui sont avec nous ici à Kinshasa, qui circulent calmement. Un commentaire par rapport à cet aspect des choses qui entre dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours. Ben, disons que cette décrispation était attendue depuis. Les gens ont passé des nuits à discuter dessus. Et cette décrispation ne voyait toujours pas le jour. On ne peut que se réjouir du fait que, enfin, des personnes qui étaient coincées à l'extérieur, qui ne pouvaient plus rentrer chez elles, peuvent maintenant revenir et exercer librement leurs activités. Dernièrement, je pense que vous avez tous suivi le meeting du président de l'ECD. C'était, je crois, à Kanluka. Oui. Le meeting s'est déroulé sans incident. Les gens ont été dispersés dans le calme. C'est ça que nous voulons voir dans tout le pays. Malheureusement, il y a encore des zones où l'insécurité continue de régner, mais là aussi, le président de la République est décidé à y mettre fin pour que véritablement cette crispation profite à tout le monde, pas uniquement à quelques personnalités, parce qu'elles sont dites emblématiques. Non, cette décrispation doit se vivre également dans le quotidien du Congolais.
se supporter. Moi, je ne suis pas de votre parti, vous n'êtes pas de mon église, mais on doit pouvoir vivre ensemble. C'est aussi une forme de décrispation qui doit entrer dans les mœurs des Congolais. Vous allez tuer les gens parce qu'ils étaient chez eux. Dernièrement, le président s'est rendu en Ituri. Il est allé même sur la ville de Djougou, sur un circuit, sur une route qui n'était pas totalement sécurisée. C'est vous dire son souci, que véritablement le Congolais vive cette véritable... Qu'il vive en paix dans son pays, qu'il jouisse de ses droits. Et totalement, bien sûr, dans le respect des lois, dans le respect des règles. C'est la moindre des choses. Nous avons rencontré un des bénéficiaires de cette décrispation politique, Franck Dion, pour ne pas le citer, lors d'une visite quelques jours juste après sa sortie de la prison centrale de Makala. Il a remercié le chef de l'État. Nous allons vous convier encore une fois de plus de suivre ces remerciements qui s'adressent au président de la République. Tout compte fait, la décrispation sur le plan politique semble être, sans nul doute, le fait majeur le plus marquant du programme d'urgence des 100 jours. Programme lancé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à peine élu président de la République. Signal fort de cette nouvelle donne politique, la fermeture sur toute l'étendue du territoire national de tous les cachots, c'est-à-dire de tous les lieux de détention illégaux et clandestins, aménagés par les forces de l'ordre et les services de sécurité. Vous savez, il y a des choses positives que Félix Tshisekedi est en train de faire. Par exemple, la liberté d'expression dans notre pays, la libération de prisonniers politiques et aussi supprimer les cachots au service de renseignement. Il y a des gens qui sont restés dans ces cachots pendant 10 ans, 8 ans, sans être jugés. Donc il y a de bonnes choses de ce côté-là. Et comme par enchantement, ce climat politique s'en est trouvé détendu, accéléré et amplifié depuis lors par la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Et surtout, des prisonniers qualifiés notamment d'emblématiques, arrêtés et incarcérés, souvent sans jugement. Ma libération démontre la promesse tenue du président Félix Tshisekedi. Donc c'est l'effectivité de la décrispation politique. C'est pas seulement ma libération. Je n'avais pas un passeport. On m'a donné un passeport. Aujourd'hui, je n'avais pas d'identité. Aujourd'hui, j'ai une identité congolaise, un passeport. Je n'avais rien qui pouvait m'identifier. On a changé les permis. Je n'avais pas de passeport. Je n'avais pas de carte d'électeur. Donc, je ne pouvais, même sur le plan de la famille, je ne pouvais pas signer un document au nom de la famille et qu'on m'identifie, c'est Franck Dion. Un Congo nouveau semble ainsi naître. Un Congo où, sans distinction d'opinion politique, de race, de convictions religieuses ou philosophiques, ses fils et filles peuvent vivre en bonne intelligence leur diversité et leurs différences. De cette coexistence et cohabitation pacifique, le fait le plus mémorable reste le retour au bercail, notamment de certains exilés forcés à cause de leur antagonisme politique à l'ancien régime. Je reviens pour la paix et pour la réconciliation dans notre pays. Je suis de retour chez moi. Je remercie les autorités aussi qui m'ont remis le passeport. Ça serait moralement inacceptable pour moi-même de ne pas accepter de contribuer à ce que cette maladie, tant soit peu, elle est très compliquée, mais il faut que chacun mette sa main pour contribuer. J'ai une contribution à apporter, je ne peux pas refuser. Deuxième chose, sur la sécurité, je dois pouvoir apporter ce que je peux apporter. Et je ne l'apporte qu'à ceux qui ont le pouvoir d'exercer, les responsabilités, le pouvoir de gouverner le pays, ceux qui ont la charge de faire que les choses se passent. Ce n'est pas à l'opposition, ce sont ceux qui ont le pouvoir. La détente politique est bien là. Elle est donc une réalité. Des rassemblements ou manifestations publiques organisées par des partis ou leaders politiques, ne partageant pas forcément les positions du régime en place, se tiennent sans que cela n'entraîne, comme sous l'Ancien Régime, des répressions sanglantes et des arrestations arbitraires. Les forces de l'ordre et les services de sécurité semblent s'inscrire désormais dans l'ère de temps, l'ère de la liberté d'expression, d'opinion, de réunion et de manifestation publique, sous réserve du respect de l'ordre public.
Alors, nous sommes en train de citer petit à petit, vers la fin de cette émission, nous allons entrer dans l'aspect communication du président de la République. La présidence de la République ne communique pas comme il se doit. La présidence de la République fuite tout sur les réseaux sociaux. Qui gère réellement aujourd'hui la communication du président de la République? Pourquoi même des documents qui doivent être comme des documents secrets, c'est sur la place publique? Pouvez-vous nous répondre par rapport à ça? Parce que ça préoccupe beaucoup de personnes. Oui, juste que moi je ne répondrai pas sur la fuite des documents. Même si pour vous, la fuite des documents de la présidence de la République, ça fait partie de la communication. Bon, malheureusement, là où ça fuite, je n'ai pas accès. Donc, moi je voudrais répondre sur la partie qui concerne véritablement la communication du président de la République. C'est sur ça que je voulais que nous nous entendions. Exact. Au niveau de la présidence de la République, vous savez, la communication, elle est plurielle. Comment le président sort le matin? Comment il marche? C'est de la communication. Comment il est habillé? C'est de la communication. Quand il reçoit, comment il se tient? C'est de la communication. Donc, nous devons savoir que toutes ces choses-là sont gérées, soit par le président lui-même, soit par des services dont on dit qu'ils sont des services personnels du chef de l'État. Alors, je répondrai pour ce qui concerne la communication telle qu'elle est organisée, c'est-à-dire le service, la direction de la presse présidentielle, la direction de la communication et le porte-parole. Parce que je crois que c'est finalement ça qui est généralement visé quand on dit la communication du président. Il s'apprête un peu de confusion au sein de l'opinion. Oui, mais c'est une confusion, à mon avis, entretenue. Par qui, je ne sais pas. Je crois que la communication du président de la République, c'est beaucoup de choses. Malheureusement, on va retenir que les tweets, on va retenir que les vidéos, on va retenir que la photo où on le voit embrassant le président nigérien. Bon, ok, ce sont des ratés, nous devons accepter, nous devons faire notre mea culpa, et je pense que le directeur du bureau du président l'a fait en notre nom. Mais nous prenons la résolution de faire davantage attention. Il y a un directeur de la presse présidentielle, oui. Il y a un autre de la communication. Vous êtes porte-parole du président de la République. Comment est-ce que vous organisez Voilà. Oui. Le directeur de la presse présidentielle s'occupe de gérer les médias nationaux lorsqu'ils sont en contact avec le chef de l'État pour assurer la visibilité de ses actions. Ça, c'est la presse présidentielle qui va organiser les journaux, qui va organiser les radios, les télévisions, et maintenant les médias sociaux, lorsqu'ils viennent pour la couverture, pour donner l'information sur le chef de l'État. La communication, je vous l'ai dit ici, que la communication, ça prend beaucoup de secteurs. Bon, le secteur qui est le plus en vue ici, on va le définir par l'image du chef de l'État. Quelle image est-ce que le Congolais retient du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis qu'il est là? Est-ce que c'est une bonne image? Quels sont les éléments qui sont vecteurs de cette bonne image? Quels sont les éléments qui pourraient, en revanche, être vecteurs d'une mauvaise image? C'est ce service-là qui est chargé de veiller à ça. Le porte-parole, comme son nom le dit, il porte coordonnées. Exactement. Il porte la parole du président. Le président ne doit pas s'exprimer tout le temps. Oui. Lorsqu'il ne s'exprime pas, le porte-parole, en accord avec le chef de l'État, va porter sa parole. Mais le travail du... Quand vous venez de porter la parole aujourd'hui, ici, c'est-à-dire c'est la parole du chef de l'État relayée. La parole indirecte. Bon, c'est ça. Maintenant, le porte-parole, son rôle, ce n'est pas simplement d'aller dire ce que le président a dit. Son rôle, c'est aussi d'expliquer, notamment aux médias. C'est pour cela que depuis, je crois, 2 semaines, nous recevons régulièrement des journalistes sans tambour ni trompette pour expliquer ce que pense, ce que dit, ce que fait le chef de l'État, expliquer sa vision, expliquer ses actions. Le porte-parole va faire la promotion. S'il y a des choses que le président a en vue pour la réalisation, pour la promotion, le porte-parole fait la promotion toujours dans les médias. Enfin, le porte-parole défend.
les idées du chef de l'État. Lorsque ces idées sont mises en brèche ou battues en brèche, le porte-parole, parmi ses missions, il y a celle d'aller défendre ces idées. Donc, je pense que ces trois rôles, nous essayons dans la mesure du possible de les jouer. Merci, nous sommes arrivés presque à la fin. Il nous reste un dernier élément, c'est l'élément de Jean-Luc Kassa, un analyste politique qui salue les activités et les actions du chef de l'État, mais il fait aussi une petite recommandation par rapport au recensement qui devrait être comme l'un des priorités du gouvernement de la République. Nous avons vu l'effectivité de l'œuvre. Les ingénieurs et tous les fonctionnaires commis à ce service sont au travail jour et nuit. Le chef de l'État a visité avec son cabinet les chantiers, ce qui fait que nous avons un pas d'avancement et nous pouvons dire que dans peu de temps, ils vont réaliser l'œuvre telle qu'initiée par le président de la République. Il y a lieu de dire à ceux qui sont sur terrain d'accélérer pour faire en sorte que la volonté du chef de l'État soit mise en œuvre pour que ce qu'il a promis au peuple congolais soit réel. En tout cas, des 100 jours en termes de chantier, les recommandations seraient d'une manière pratique. Si nous avons 4 petits chantiers dans le boulevard du 30 juin, par exemple, et que nous avons 10 chantiers dans le boulevard Lumumba, et donc on doit d'abord accélérer ce boulevard du 30 juin. Tous ceux qui sont agents commis au boulevard Lumumba, qui n'ont pas accéléré, on les envoie au boulevard du 30 juin pour terminer. Dès qu'ils ont terminé 30 juin, ils prennent le boulevard Lumumba. Comme ça, ça peut permettre l'évacuation rapide. Au lieu de cantonner et que les gens n'accélèrent pas, ça c'est un danger. Mais au niveau de l'État, vraiment le rêve de tous les Congolais, c'est le bien-être sociétal. Et le bien-être sociétal, pour un État sérieux, il faut un plan. Pas un plan Marshall, pas un plan Bavan-Bilsen. Il faut un plan de développement de 30 ans. Les Chinois ont développé le pays par un plan, les Européens après les guerres, les plans, les Chinois, les plans, les Coréens, les Américains, les plans, les 5 chantiers mondiaux. Donald Trump a promis aux Américains l'eau, l'électricité, la santé, 5 chantiers. Macron a promis aux Français l'eau, l'électricité, les routes, 5 chantiers. Donc nous aussi, la Chine a développé 5 chantiers. Donc nous ici, toute la vie est résumée par ces chantiers. Et ces chantiers sont mondiaux. Donc l'œuvre initiée par le président Kabila, il peut être parachevé. Hein, c'est dans la continuité. Donc le président Kabila a fait une œuvre. Le président et chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est une œuvre mondiale. Donc dans cette œuvre de continuité, c'est les 5 chantiers. Ce sont des plans Marshall qui développent tout le pays. Donc c'est avec ça, pour faire ça, on doit commencer par le recensement, l'identification des Congolais. Ça, c'est tellement sérieux qu'une approche économique basée sur l'anthropologie peut intervenir pour faire une grande projection sociétale. Avec ça, on peut gagner. Vous venez de suivre M. Jean-Luc Kassa. Vous avez un commentaire à faire par rapport à sa réaction? Pas particulièrement. Je crois qu'il s'est exprimé en tant qu'analyste. J'espère simplement que ce qu'il est en train de dire par rapport notamment au recensement, que les conseillers du Premier ministre vont le suivre pour pouvoir insister là-dessus dans le programme que le Premier ministre va mettre en pratique. Votre mot de la fin pour ce numéro? Écoutez, moi je pense que c'est une bonne approche, votre concept. Je ne l'ai pas souvent regardé, mais j'avoue que je vais essayer d'y prêter attention. Certainement vous inviterez encore d'autres personnalités. Alors, ce que je peux dire pour la fin, c'est simplement dire aux compatriotes que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient, à travers le plan d'urgence, de montrer qu'il tient à cœur,
qu'il a dans son corps le souci du social du Congolais. Parce que toutes ces routes qu'on est en train de refaire, qu'on est en train de réhabiliter, c'est pour permettre une meilleure circulation des biens et des personnes. Et si les produits peuvent circuler, c'est l'alimentation, c'est la santé du Congolais qui s'en retrouvera améliorée. Mais j'insiste également sur une chose, c'est que le chef de l'État est conscient qu'on ne peut pas bâtir une économie forte si on n'est pas en paix avec les voisins. D'où d'ailleurs ces différentes tournées à travers les pays voisins, limitrophes, avec qui nous avons eu quelques passés un petit peu troubles. Et donc c'est très important. Mais il est encore plus important que tout le territoire congolais soit sécurisé. D'où sa visite dernièrement dans l'Ituri, à Bunia, à Djougou. Mais il est également conscient que si le Congolais est malade, il ne pourra pas donner un rendement important. C'est ainsi qu'il a lui-même pris la tête du comité de riposte contre l'épidémie à virus Ebola. Et je crois qu'il y a une certaine accalmie depuis que le professeur Muyembe Tanfoum et son équipe sont en train de travailler sur le terrain. Nous ne pouvons que remercier et féliciter ces efforts-là en disant aux Congolais que peut-être la meilleure protection, c'est encore d'être vigilant et d'observer les règles que les médecins donnent dans le cas de cette épidémie. Merci beaucoup, professeur, pour avoir accepté notre invitation. Ainsi s'achève cette émission, mesdames et messieurs. Infiniment merci de l'attention que vous nous avez accordée. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous le professeur Kassobomo Mayamba Yamba. Il est porte-parole du président de la République et c'est la première partie de cette émission. On aura organisé avec lui dans les jours à venir la deuxième partie. Voilà pourquoi nous vous demanderons de nous envoyer vos questions et vos suggestions sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Entre-temps, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, professeur.